Bonjour, bonsoir, bonjour, bonsoir. Alors, on y va. Nouvel épisode, n'est-ce pas? Nouvel épisode de Psychanalyse pour tous. Nous sommes donc sur Psychanalyse pour tous. Aujourd'hui, nous terminons le mois d'avril 2025. Nous sommes le 29 avril 2025. Si vous nous suivez sur YouTube les lundis, je vous rappelle que nous sommes en direct tous les mardis à 21 h sur la page de Facebook de Clémence Lenis, psychanalyste. Donc, bienvenue à tous. Et donc, je m'appelle Clémence Lenis, je suis psychanalyste de l'école de poésie et psychanalyse Grupo Zero à Madrid. Donc, nous faisons ces directs, je vous le rappelle aussi, nous avons l'habitude de faire ces directs un petit peu pour la diffusion des Néléa, bonsoir, pour la diffusion de ces concepts théoriques de la psychanalyse, pour apprendre un petit peu à faire la différence entre certains éléments. Olivier, bonsoir, c'est-à-dire apprendre à différencier et à faire une approche psychanalytique sur certains concepts. Pas de son? Comment qu'il n'y a pas de son? Vous ne m'entendez pas? Il devrait y avoir du son pourtant. Il devrait y avoir du son. Comment vous ne m'entendez pas? Je parle dans le vide. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Alors, je vais regarder ici où je suis. Martine, bonsoir. Vous m'entendez bien? Marilyn, bonsoir. Alors, on va dire... Attendez. Je ne peux pas trouver. Hop. Donc, Néléa dit oui, il y a. Ok, merci Néléa. Donc, nous sommes arrivés sur notre nouvel épisode. Je ne sais pas, j'ai pas mis de numéro sur le nombre d'épisodes qui provoquent ces rencontres de tous les mardis à 21 h. Je n'ai pas calculé, mais ça doit faire déjà, Claire, bonsoir, ça doit faire déjà depuis un bon bout de temps. Bon, alors, on va revenir sur ce sujet. Il y a du son, merci. Alors, Steph, on entend très bien. Merci. Bon, alors vous voyez, Olivier, et c'est votre, c'est vous qui avez une petite, un petit problème. Alors, attendez, on va mettre, ok, moi, non, ok. Alors, donc il y a du son. Laurie, bonsoir, donc bienvenue à tous. Et aujourd'hui, on se proposait de parler de la mère phallique. Alors, la mère phallique, quel sujet. Alors, il faut d'abord savoir que la mère phallique, elle, c'est un concept. C'est important de ne pas tout mélanger, c'est-à-dire pas aller chercher dans la réalité une mère phallique, sinon que la mère phallique en psychanalyse, c'est un concept. Et que c'est un concept aussi qui va faire référence un petit peu et qui va parler un petit peu de cette importance que nous avons tendance à donner à notre mère, quel que soit l'âge que nous avons tendance à donner beaucoup d'importance à cette femme qui à un moment donné s'est occupée de nous. Et en général on lui donne de l'importance pour la critiquer. Et ben oui, c'est pas pour lui dire merci, c'est pas pour avoir de la gratitude, sinon c'est pour la critiquer. Nathalie, bonsoir. Donc, ça y est, bravo Olivier. Alors, quand nous parlons de cette mère phallique, quand on fait référence à ça en psychanalyse, ben, on va voir un petit peu de quoi il s'agit. C'est-à-dire que, Sabrina, bonsoir, et que la mère phallique, ben, je dis que c'est un concept, et en même temps, je dis qu'elle va être importante pour chacun d'entre nous. Donc, mais c'est pas quelque chose, Marlène, bonsoir, c'est pas quelque chose que nous allons pouvoir toucher. Serge, bonsoir. Alors, la mère phallique, elle est intouchable. Elle est intouchable, ou plutôt on va pouvoir intervenir sur cette mère phallique avec le travail d'analyse. Ça va être la manière que nous allons avoir de pouvoir modifier un petit peu cette idée que nous avons sur cette mère phallique ou sur notre relation à elle. Bonsoir Madame Clémence, bonsoir Hakim, Nadine, bonsoir à tous et à toutes.
Alors, et une chose qui va être importante, c'est que, bien évidemment, cette mère, non seulement elle est indispensable dans la vie des enfants, sinon qu'en plus elle va être indispensable, elle a une fonction et qu'elle va s'imprimer, hein, c'est une fonction qui s'imprime dans notre appareil psychique et qui va nous accompagner toute notre vie. Donc, essayer de s'en débarrasser, c'est même pas la peine. Ben, bonsoir, puisqu'elle va nous accompagner toute notre vie. Parce qu'il ne s'agit pas de cette dame qui s'est occupée de nous à un moment de notre vie, mais qu'il s'agit d'une fonction, de ce qu'on appelle la fonction mère, et qui fait partie de notre appareil psychique. C'est-à-dire qu'elle s'est installée dans notre appareil psychique. Elle s'est installée dans notre appareil psychique. Et donc, bien évidemment, la mère est indispensable tout au long de ses premières années de vie. Et alors, on parle de la mère, mais ce n'est pas obligatoirement la mère, c'est la personne qui s'est occupée de nous, non, quelle qu'elle soit, quel que soit son nom, même s'il y en a eu plusieurs, parce que des fois, il y en a qui ont eu la chance d'en avoir plusieurs et que cette fonction mère a été occupée par plusieurs personnes. C'est-à-dire que plusieurs personnes ont été intéressées, Anne, bonsoir, à s'occuper de nous. On était intéressés à s'occuper de nous. Et donc, elle est tellement importante, cette mère, qu'elle va finir par s'installer dans notre appareil psychique. Non, elle va finir par avoir une place dans notre appareil psychique. Et mais on va commencer donc par le début. Alors on va essayer de faire une approche. Bon, on a déjà eu l'occasion de parler de la mère, on revient sur des sujets qu'on a déjà plus ou moins abordés, mais de toute façon il est intéressant de toujours y revenir parce que à chaque fois on va y revenir et on va associer les concepts avec d'autres éléments. Alors bien évidemment, mère phallique, mère autoritaire, mère castratrice. Non, Hakim, la mère phallique, non, c'est un élément qui est indispensable à la constitution de chacun d'entre nous. Elle n'a pas besoin d'être autoritaire, une mère phallique n'a rien à voir avec une mère autoritaire et une mère castratrice. Non, c'est une mère castrée que nous devons produire, que chacun d'entre nous, nous allons devoir produire. Alors, Vidovic, bonsoir. Alors, on va essayer d'éclaircir un petit peu, de parler un petit peu de ce concept complexe de rien de bonsoir et de voir, non, parce que non seulement il y a la mère, mais il y a ce qu'on appelle donc phallique. Alors, phallique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire c'est une mère, Nina, bonsoir, c'est une mère avec un phallus. C'est une mère avec un phallus. Le phallus qui est en réalité quelque chose que personne n'a. Non, mais c'est quelque chose qui va être utile, ce phallus. C'est un élément qui n'existe pas, c'est un élément symbolique qui n'existe pas dans la réalité matérielle, mais c'est un élément symbolique qui va être utile et qui va régler, on va dire, ou réguler, Marie-Marie, bonsoir, réguler les relations entre les personnes, non, du point de vue psychanalytique, bien évidemment. Donc, je répète, le phallus, personne ne l'a. Non, mais ce qui se passe, c'est que l'enfant, à un moment donné de son développement, donc il y a cette étape orale, cette étape anale, et puis arrive l'étape phallique. Enfin, j'assiste à ce direct. Jean-Michel, bonsoir. De Guyane, bonsoir. 5 heures de décalage, heureux de participer pour la première fois au direct. Youpi. Bienvenue, Jean-Michel. Alors, ce phallus, donc, qui est un élément symbolique que l'enfant, en fait, va coller, on va dire d'une certaine façon, va coller sur l'image de la mère, non? Et donc, c'est au moment de l'entrée dans le langage, c'est au moment où il va capturer qu'il y a quelque chose, donc il va s'établir avec ce phallus, qui va mettre en relation donc les personnes entre elles, Annie, bonsoir, qui établit les relations, Nidal, bonsoir, qui unit, mais ce n'est pas quelque chose qui se voit, ce n'est pas quelque chose qu'on va pouvoir appréhender. Jazz, bonsoir.
Cependant, l'enfant, à un moment donné donc de sa constitution, Sonia, bonsoir, quand il va accéder au langage, non? Parce qu'il y a tout un moment, vous vous rappelez que les enfants commencent réellement à parler, alors ils s'expriment bien évidemment, mais ils commencent à parler à partir de 1 an. Donc, et il y a un moment quand ils vont rentrer réellement dans, ils vont avoir accès dans le monde du langage, où toute la machine, on va dire, psychique va être constituée, où on va dire, et il y a quelque chose d'organique, non? C'est-à-dire que dans cette étape qu'on appelle l'étape phallique, c'est une étape où justement il va y avoir une confusion entre ce qu'on appelle le phallus et le pénis. C'est-à-dire que pour le petit enfant, il va y avoir cette, on va dire, cette présence, non, ce phallus qui va être une présence, Fatima, bonsoir, et qui va être représenté donc biologiquement et physiquement. Donc, et donc à ce moment-là, l'enfant va confondre, on va dire, le phallus avec le pénis, ou le pénis de la petite fille, qui à ce moment-là est considéré comme le clitoris. C'est-à-dire que dans cette étape phallique, et c'est quelque chose que nous pouvons voir donc chez certains enfants, non, dans leur développement, quand on les observe bien, en fait ils ont une tendance à mettre un phallus sur tout. Non, le petit Hans, il dit à sa mère, il dit regarde la locomotive, elle fait pipi, parce que donc à l'époque, non, il y avait, et on éliminait les liquides, et il y avait une sorte de tuyau qui sortait sous la locomotive, et donc la locomotive aussi avait un phallus, et les chaises avaient des phallus, et toutes les choses avaient des phallus, et toutes les personnes avaient des phallus. Fait, supposons que l'enfant ne castre pas la mère, et ce qu'il va développer plus tard, des anomalies psychiques. Ben, le problème, c'est pas qu'il ne castre pas la mère, l'enfant, parce que tout le monde, nous allons passer par la castration. D'accord? Après, c'est notre position face à cette situation de la castration. Donc, il va passer par cette étape phallique et qui va être le point déterminant où il va pouvoir constituer, on va voir, sa pensée symbolique. C'est-à-dire qu'il est sur le point de rentrer dans le langage, sur le point d'être capturé par quelque chose de différent que l'organique, non, par le symbole. Et mais avant ça, donc avant ce moment où il n'est pas encore eu accès au langage, il n'est pas encore la constitution de sa machine psychique n'est pas encore constituée, et donc il va passer par ces étapes, non? Donc rappelons que bien évidemment la mère phallique est phallique, non pas parce qu'elle est toute puissante, sinon parce que l'enfant ne peut rien tout seul. Ça c'est très important parce que c'est ce qui peut encore continuer à se passer après à l'âge adulte. C'est-à-dire que on a tendance à voir que l'autre il peut mais moi pas. Non, l'autre est phallique mais moi pas. L'autre il peut tout mais moi pas. Donc quand nous naissons, quand les êtres humains naissons, quand nous venons au monde, en réalité nous arrivons comme des handicapés, ou plutôt nous naissons tous comme des enfants prématurés, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas commencer à vivre directement. Valérie, bonsoir. Non, nous ne pouvons pas commencer à vivre directement, sinon que nous allons établir cette relation de dépendance extrême qui va s'établir avec cette mère qu'on va appeler phallique. Pourquoi? Parce qu'elle couvre tous les besoins de l'enfant. La personne psychotique ne passe pas par la castration. La personne psychotique passe par la castration, bien évidemment. Tout le monde va passer par la castration, non? Parce que sinon, il ne pourrait pas parler. On va voir qu'il ne pourrait pas parler, mais on va passer par la castration. Non? Rappelez-vous, Olivier, la personne psychotique, le président Schreiber. Le président Schreiber, non, c'était un avocat avec une certaine renommée, et tout d'un coup, il est tombé dans une crise psychotique et qui a annulé toute sa vie professionnelle. Laurence, bonsoir. Alors, on va dire que donc quand nous arrivons, quand on dit que nous sommes des bébés prématurés, quel que soit, même si nous arrivons à ce qu'on appelle la fin de la grossesse,
même si nous restions plus longtemps, il n'y a pas moyen, nous naissons comme des petits animaux prématurés. Et il va falloir que nous passions par ce processus d'humanisation. Nous allons devoir nous transformer de petit animal en être humain. Non, et que pour l'instant, nous n'avons pas la capacité ni de décider quels membres nous allons bouger, nous n'avons pas la possibilité de régler notre température du corps, la vision n'est pas complètement terminée, notre système immunitaire n'est pas terminé, nous dépendons du système immunitaire de notre mère, c'est-à-dire que nous sommes un morceau de notre mère, même à la naissance, non? Nous faisons partie, nous sommes comme collés à son corps. Et c'est-à-dire que nous naissons au bord de la mort. Et donc cette mère, cette fonction mère, non seulement elle nous a mis au monde, est-ce que l'ego et le phallus c'est pareil? Non, non, ça n'a rien à voir. Non, le phallus c'est un concept psychanalytique. Donc nous sommes un morceau de notre mère. Donc, et nous ne sommes pas encore formés quand nous arrivons dans le monde. Donc, pour pouvoir vivre dans le monde, nous allons devoir passer par de nombreuses étapes. Et à l'intérieur de ces nombreuses étapes, donc qui vont être obligatoires pour que nous puissions avoir une vie d'être humain, on va dire, nous allons passer, et qui en général c'est des étapes qui ne sont pas toujours faciles. Là, on parle de cette enfance du paradis, et en fait cette enfance du paradis n'existe pas vraiment. Donc ce sont des étapes qui font partie de transformation constante. Donc dans tout ce développement, la fonction mère va bien évidemment être indispensable. Rachid, pour le névrosé, il n'accepte pas la castration. Donc, nous allons passer de cette personne animale et nous allons pouvoir passer pour devenir des êtres humains. Lucie, bonsoir. Alors, et donc la fonction mère, on a déjà eu l'occasion de le souligner, en fait la fonction mère, principalement, c'est quoi? C'est quelqu'un qui va travailler pour moi. C'est quelqu'un qui va travailler, et que nous avons tous, comme nous sommes ici au rendez-vous du mardi, nous avons eu au moins une personne, sinon de nombreuses personnes qui ont travaillé pour nous pour que nous puissions être là au rendez-vous. Et que tout dans ce développement, en fait, la fonction mère va être indispensable, et jusqu'à l'apparition de ce qu'on appelle la fonction père. La fonction père qui va avoir pour rôle de séparer l'enfant de la mère et de séparer aussi la mère de l'enfant, parce que c'est une relation particulière. Il paraît que la mère reste à jamais le premier objet d'amour. Effectivement, en fait. Le premier objet d'amour, va rester chez chacun d'entre nous, le premier objet d'amour qui va rester, mais dans l'appareil psychique, ça ne doit pas se voir dans la conscience, ou ça ne devrait pas se voir dans la conscience chez les adultes en tout cas, non? Alors, donc le fait que nous soyons si prématurés, parce qu'en fait c'est cette situation de prématuré qui va faire que nous allons voir cette mère toute puissante. Et on va lui donner, c'est pratiquement une déesse, c'est un dieu pour nous, notre mère. Non seulement elle est immortelle, et que nous dépendons tellement de la capacité de la mère, donc que nous lui allons donner toutes les capacités du monde. Et donc on va lui attribuer un grand pouvoir. Et il y a une chose aussi qui va être importante, c'est-à-dire que on va lui attribuer le fait que elle ne s'intéresse qu'à une chose, c'est à nous. Sa seule chose de désir, c'est nous. Non, nous en tant que bébé, bien évidemment. Non, et donc non seulement elle a le pouvoir de couvrir tous mes besoins, sinon qu'en plus elle s'intéresse à autre chose, elle ne s'intéresse à rien d'autre qu'à nous. Sonia, bonsoir. Donc, et c'est ce que pense l'enfant, on va dire, Michel, bonsoir, ce que pense l'enfant quand il est tout petit. Et on dit que tout ça, ça va, on va parler jusqu'à 3-4 ans,
donc, va avoir lieu jusqu'à ce que le père apparaisse. Alors même s'il y a un père, parce que le père peut être là dès le début ou peut ne pas être là, ce sont des fonctions symboliques. D'accord, c'est-à-dire qu'il y a des mères seules qui éduquent leurs enfants, mais où la fonction père va apparaître bien évidemment dans la vie des enfants. Alors, donc on disait que l'étape phallique arrive donc en troisième position, c'est-à-dire que d'abord il y a eu toute cette étape orale qui a érogénéisé toute la bouche et tout cet appareil, cette bouche, cette ouverture sur l'appareil digestif. Et ensuite il y a l'étape anale qui va ouvrir aussi et érogénéiser toute cette étape et tout ce qu'elle concerne, pour arriver donc à cette étape phallique. C'est-à-dire qu'à cette étape phallique, bien évidemment, la différence sexuelle n'existe pas. Et non seulement la différence sexuelle n'existe pas, mais il y a quand même une première différence qui va s'appeler masculin castré. D'abord, c'est le premier moment de cette première différence qui va exister. C'est-à-dire que non, on va voir que cet enfant qui pense que tout le monde a un phallus, non, comme le montrait le petit Hans dans le cas de Freud, où il montrait que même sa mère, elle avait un phallus de la taille du phallus du cheval. C'est-à-dire qu'il imaginait comme cette mère qui pouvait tout, elle devait avoir un phallus énorme, tout comme le papa. D'accord? Et un moment, dans l'histoire du petit Hans, d'ailleurs, que nous devrions travailler, parce que c'est une petite histoire qui nous parle très bien de tout le développement de cette sexualité infantile, le cas de Freud, qui est très intéressant et assez accessible, on va dire, et il va montrer que, en fait, le petit Hans, quand la petite sœur, elle arrive, parce qu'il y a tout ce processus, il est en analyse, en fait, par l'intermédiaire de son père, alors que la mère est enceinte, donc il se pose plein de questions de comment elle est devenue, comment son gros ventre est apparu, etc. Et en fait, quand il va voir la petite sœur toute nue, non, que les parents sont en train de lui faire prendre son bain, il va se rendre compte qu'elle n'a pas de petit zizi. Elle n'a pas de petit zizi, bien évidemment, le vagin n'existe pas puisqu'on ne le voit pas. Donc, il lui manque. Et l'explication, c'est là où va s'activer chez l'enfant, en fait, les menaces antérieures qui se sont manifestées. Alors, on va dire les menaces, même si les parents n'ont rien dit, les menaces, en fait, elles font partie de la culture, elles font partie du langage. Et même si personne n'a jamais rien dit dans la famille, l'enfant sait qu'il n'a pas le droit de trop se toucher, qu'il doit, et que en plus, s'il se touche trop, on peut lui couper. Et alors, cette menace va apparaître dans sa vie, à laquelle au départ il ne va pas faire attention. C'est quelque chose où il va pas y croire. On va dire, il va pas y croire. Mais quand tout d'un coup il voit que sa petite sœur, après il ne le voit pas tout de suite, parce qu'il faut qu'il y ait, non, comme on dit, il y a dans les étapes du développement, vouloir répondre aux enfants de façon trop rapide, vouloir lui expliquer de façon trop rapide quand il ne sait pas que le vagin existe, il ne sait pas que le sperme existe, tout ça, c'est impossible, il n'a pas la constitution, il n'a pas les éléments qui sont nécessaires pour comprendre, donc il faut attendre cette constitution. Non, il ne s'agit pas de connaissances. Il ne s'agit pas de le remplir de connaissances pour qu'il se rende compte, sinon que c'est son processus à lui par lequel il va devoir passer, où tout d'un coup, il va se rendre compte que la petite fille ou sa petite sœur, dans le cas de petit Hans, et pas parce que c'était la première fois qu'il la voyait, sinon que tout d'un coup, il est préparé pour voir que la petite sœur, elle n'a pas. Alors, quand la petite sœur, elle n'a pas, il y a bien sûr dans son investigation sexuelle qui est en plein mouvement, il se rend compte que lui aussi il peut le perdre. Si elle n'a pas, c'est qu'elle l'a perdu. Parce que rappelez-vous, il y a masculin, tout le monde a un phallus. Donc quand il découvre qu'il y a aussi masculin castré, il dit, elle l'a perdu. Alors pourquoi elle l'a perdu? Ou elle l'a perdu parce qu'elle n'a pas arrêté de se tripoter, donc on lui a coupé. Ou elle l'a perdu parce qu'elle est méchante, donc on lui a coupé. Ou elle l'a perdu parce qu'elle n'a pas été gentille, donc on lui a coupé. Ou alors, il va pousser. Parce que ça, c'est une autre idée aussi des enfants, c'est que il n'est pas encore poussé. Ça va
pousser, non? Et c'est ce qui arrive, on va dire, dans le cas des petites filles aussi, où elles se disent, ben, ne nous inquiétons pas, ça va pousser. Donc, et tout ça, c'est notre relation quand les enfants, non, ils ont une relation importante en relation avec l'anatomie. Après, quand l'être humain va rentrer au niveau du langage, quand il va rentrer dans le monde symbolique, ben, l'importance de l'anatomie va se perdre, puisque en fait, on va constituer en chacun de nous 4 sexes, non, dans l'appareil psychique, donc peu importe ce qui nous définit biologiquement, sinon que nous avons la possibilité dans la vie de tous les jours d'être dans une position féminine quand c'est nécessaire et d'être dans une position masculine quand c'est nécessaire. Donc on n'a plus besoin d'être si regardant sur notre corps, sur notre anatomie. Donc c'est quelque chose qui devient, on va dire, le corps, je veux dire, de la même façon qu'on va devoir accepter les parents qu'on a eus, on va devoir accepter le corps, le sexe qui nous a été désigné, et qu'il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre, surtout ça, donc il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Alors, donc on disait que quand il voit la petite sœur, ben, il pense que lui aussi, on peut, non, lui couper. Et donc c'est là où la menace de castration commence à prendre une vraie valeur. Donc pour l'enfant, il commence à écouter, on va dire, cette menace, et il commence à l'écouter de telle manière que il commence aussi à avoir des cauchemars, par exemple, où il va se réveiller la nuit. Hein. Et donc, il commence à apparaître ce qu'on appelle l'horreur à la castration. C'est-à-dire que lui, il se rend compte, nous dit Freud, que ce petit zizi qu'il a entre les jambes, c'est quelque chose qui est très important. Non seulement pour les sensations qu'il a, hein, bon, principalement pour les sensations qui se manifestent à cet endroit, et donc il se rend compte que c'est quelque chose de très important qu'il ne peut pas perdre, hein, qu'il ne peut pas perdre. Donc, qu'il ne peut pas perdre, qu'on ne peut pas lui couper. Donc, donc, cette mère phallique qui doit être utile, à partir de là, il va devoir renoncer, non, face à l'horreur à la castration, face à la menace de castration, il va devoir, pour qu'on ne lui coupe pas, il va devoir renoncer à son amour pour la mère. Parce qu'en fait, on le menace de se masturber. Pourquoi il se masturbe? Non? Et qui dit comment cela se passe avec la question du genre. Quel genre? Et pour la fillette, la fillette, c'est la même chose avec son clitoris. Non? C'est la même chose. Sauf que tout d'un coup, elle va se rendre compte qu'elle n'a pas. Alors, elle n'a pas. Donc, tout d'un coup, elle va apparaître castrée. D'accord? Et donc, c'est un autre chemin, un autre processus de construction, non? Par rapport à ça. La question du genre. C'est quoi la question du genre, Serge? Alors, ça veut dire quoi, le genre? Surtout que l'organisation génitale va être libidinisée en courant sur un désir libidinal. Donc, toutes ces étapes de développement font partie de la libidinisation de certaines parties de notre corps, effectivement. Donc, et donc, à partir de là, il va falloir, une fois que nous avons cette mère phallique, donc c'est là aussi, donc tout ça, ce sont des drames pour les enfants, non, parce qu'il va se rendre compte aussi, à cette même époque, que tout d'un coup, surtout quand il y a un petit frère, une petite soeur qui arrive, que la maman, elle s'intéresse à autre chose, que je ne suis pas le centre d'intérêt principal de ma mère, qu'elle peut vivre sans moi, qu'elle s'en va travailler. Et alors ça, ce sont les grandes douleurs, on va dire, qui commencent pour l'enfant. C'est-à-dire d'une grande douleur d'un côté, mais d'un autre côté, c'est bien notre mère qui va nous montrer que le monde existe. C'est elle qui va dire, alors c'est elle qui va dire, elle le dit depuis le début, mais l'enfant ne voit rien. D'accord? Il faut un processus jusqu'à ce que l'enfant se rende compte qu'il y a d'autres personnes dans la vie de la mère, que la mère elle a un travail, qu'elle a des amis, qu'elle a un mari, qu'elle a des parents elle-même, donc elle a sa vie, qu'elle s'intéresse à plein de choses dans la vie, et que quand tout d'un coup l'enfant va se rendre compte
de ça, qui va se rendre compte que lui, il n'est pas essentiel pour sa mère, parce que lui, il pensait qu'il était essentiel pour sa mère, qu'il n'y avait rien d'autre dans la vie de sa mère, ben, c'est là aussi où c'est la porte du monde qui va s'ouvrir pour lui. Alors d'un côté, il va devoir partager l'amour de sa mère avec un nouveau venu, mais en plus, il va devoir s'intéresser, il va commencer à s'intéresser à autre chose. C'est-à-dire, il va dire, tiens, ma mère désire autre chose. Et donc, ça va lui permettre de désirer lui aussi autre chose que sa mère. Mais le fait que sa mère s'intéresse à d'autres choses, c'est qu'elle a besoin de choses. Ma mère a besoin de quelque chose. Hein? Alors là, c'est aussi quelque chose où il y a ce premier temps de la désattribution. Ça dépend, Marilyn, c'est pas obligatoirement très douloureux. Non, ça dépend. Il y a des gens qui vont le vivre d'une façon, mais c'est pas obligatoirement douloureux. Hein? C'est pas obligatoirement douloureux. Disons que nous, en adultes, on va dire quelle horreur. Mais c'est nous les adultes. L'enfant, la majorité, bon, on passe, non? Ils doivent passer par ce genre de situation. Donc, mais ce qui va être intéressant, c'est donc la désattribution de ce phallus de la mère, où on va commencer donc à désattribuer à la mère, elle a besoin d'autres personnes. Alors là, c'est une grande désattribution qu'on va commencer à faire à la mère, parce que si elle a besoin d'autres personnes, imaginez, non, c'est qu'elle n'est pas cette toute puissante que moi je pensais. Et alors je vais commencer à la dénigrer, je vais commencer à la dénigrer, non, parce que ben, elle n'est pas ce que je pensais. Alors, donc, mais cette mère phallique, donc on va commencer à désattribuer, mais, et en plus, il va y avoir cette constitution de l'appareil psychique, c'est-à-dire que, pour revenir à cette masturbation infantile, c'est-à-dire quand on voit les enfants qui se tripotent, etc., c'est ce qu'on appelle la masturbation infantile. En fait, comme il y a cette menace de castration, ben, l'enfant, et pourquoi il y a cette masturbation infantile? Parce qu'il est excité. D'accord? C'est-à-dire qu'il a une excitation. Alors pourquoi il a une excitation? Il a une excitation parce qu'il imagine, non, parce qu'il est excité par sa mère. Vous voyez, les enfants, par exemple, on les voit, ils sont excités quand ils sont tout nus, qu'ils vont se balader et qu'ils montrent le zizi à droite, à gauche pour provoquer tout le monde. Non, ils sont très excités. Ils sont très excités. Et cette excitation, en général, c'est une excitation en relation avec des désirs incestueux. C'est pour ça que, ben, on va lui dire que il ne peut pas continuer. C'est pour ça que l'interdiction de la masturbation infantile est en relation avec l'objet incestueux. C'est pour ça que ben, il va falloir qu'il renonce en fait à se tripoter et renoncer. Pourquoi? Pour que on ne lui coupe pas ce petit zizi. D'accord? Donc ce qu'il va faire, il va dire d'accord, je renonce. À ma mère phallique, je ne renonce pas. Et donc c'est là va se constituer notre appareil psychique, c'est-à-dire qu'il va y avoir cette première répression, on va dire cette répression primordiale qui va constituer l'appareil psychique. C'est à partir de cette première répression où va se constituer l'inconscient, va se constituer la conscience et va se constituer le préconscient. Mais non, il n'y a pas d'inceste. Dans le cas de mère dysfonctionnelle, pour la psychanalyse, il n'y a pas d'inceste. L'inceste est impossible pour la psychanalyse. Dans le sens où l'inceste, c'est... non, que l'inceste, Lacan, il le précise bien, c'est-à-dire que c'est quelque chose de... théoriquement, c'est impossible. D'accord? C'est-à-dire qu'après, si le père abuse de l'enfant, ça c'est une autre situation, ça c'est une perversion que l'enfant va vivre, mais qui n'a rien à voir avec ses désirs incestueux de cette première enfance. D'accord? Ça n'a rien à voir. C'est autre chose. Donc, c'est quoi les mères dysfonctionnelles? C'est-à-dire qu'il y a toujours quelqu'un qui s'occupe de l'enfant. Alors, bien sûr que les mamans ne sont pas parfaites. Qu'on les a crues parfaites à un moment. Non, qu'on les a crues parfaites, mais bien sûr qu'elles ne sont pas parfaites.
Et elle nous donnait pas à manger quand on voulait, elle nous donnait pas assez à manger, elle nous couchait trop tôt, elle nous couchait trop tard, elle nous laissait dans la rue, elle s'occupait d'autre chose que de nous, bien évidemment. Mais avant ça, nous avons tous eu une mère parfaite, une mère toute puissante, une mère qui pouvait tout. Mais celle-là, elle est devenue inconsciente. C'est-à-dire que lors de cette première répression primordiale, elle est devenue inconsciente. Et en fait, le sujet va continuer à être en relation avec cette mère phallique, mais dans l'inconscient. C'est pour ça qu'on critique autant la mère. On la critique autant parce qu'elle ne correspond pas à cet idéal qui continue d'exister en chacun de nous. Qui continue, parce que rappelons que ce qui est refoulé, ce qui est réprimé ne disparaît pas. C'est qu'il continue à exister, mais avec d'autres relations, avec d'autres énergies, et là aussi, ou en plus, où le moi ne va plus pouvoir avoir accès. Donc c'est quelque chose qui va se former. Donc quand on parle du complexe d'Oedipe, donc qui est ce moment de transition où en fait le petit enfant va passer de l'animalité à la culture, dans ce passage de petit animal à devenir, en fait, à passer et à devenir un être humain. C'est-à-dire qu'il va falloir cette constitution de l'appareil psychique, il va falloir cette répression primordiale, il va falloir renoncer à cette mère phallique, que tout ça, ça fait partie de ce complexe d'Oedipe, d'accord? Et pour pouvoir rentrer dans le monde du langage, dans le monde symbolique. Mais qu'avant ça, en fait, nous sommes persuadés que ce que nous voyons, c'est ce qui existe, c'est-à-dire que nous ne sommes pas arrivés au monde symbolique. Et nous pouvons voir qu'encore aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas arrivés dans le monde symbolique, non? Donc c'est à partir de là que nous allons commencer à être des sujets qui vont parler, qui vont être en relation avec les autres, on va aller à l'école, on va avoir des compagnons, on va se rendre compte qu'il y a d'autres personnes d'autres personnes qui ne sont pas comme nous. Et donc là, à partir de là, commence ce processus d'humanisation. C'est vraiment à partir de là que va commencer notre processus d'humanisation. C'est-à-dire que nous ne naissons pas comme des êtres humains, on va dire, Alia, bonsoir, nous naissons de l'espèce humaine, mais pas encore des êtres humains. C'est tout un processus par lequel nous devons passer pour nous humaniser. Et que nous devons construire donc pendant ces premières années de vie et qui sont si importantes pour nous. Pourquoi? Parce que cette mère phallique, elle va laisser des traces ineffaçables, des traces immortelles, indélébiles. C'est qu'elle va toujours exister. Cette mère phallique va toujours exister. Mais bien sûr, cette mère phallique, il va falloir, une fois qu'on rentre dans le monde symbolique, se rendre compte qu'il y a l'apparition du Père qui va intervenir, ou plutôt la fonction Père qui vient intervenir pour nous séparer, puisque le monde symbolique, c'est le langage principalement, Olivier, non? Se rendre compte que la chose, ce n'est pas ce que je dis. C'est-à-dire que ce que je dis, ce n'est pas... c'est pour ça qu'on est libre de dire beaucoup plus de choses que ce qu'on pense, parce que les gens qui ne sont pas rentrés dans le monde symbolique, c'est des gens qui n'osent pas parler, ils ont peur de parler, parce qu'ils ont l'impression que ça va se réaliser tout de suite. Par exemple, le monde symbolique, c'est quand on peut commencer à avoir de l'humour, ça c'est le plus haut niveau, d'avoir de l'humour, c'est-à-dire avoir la capacité de rire de soi-même. De rire de soi-même. Donc, et donc, tout ça, ça va avoir lieu par le nom du Père, on rentre dans la culture. Donc, par cette fonction Père qui va venir séparer non seulement l'enfant de la mère, mais aussi la mère de l'enfant, parce qu'après, il y a aussi ce phénomène qui a lieu, donc, de la mère phallique, quand tout d'un coup, une jeune femme... une jeune femme se rend compte qu'elle est si importante pour quelqu'un, même si c'est un tout petit être, elle va s'y croire. Elle va croire qu'elle est toute puissante, puisqu'elle est toute puissante pour cet être-là, donc elle va y croire. Et donc après, il va falloir aussi qu'elle revienne à la réalité en disant non.
Non. Et donc c'est pour ça qu'il y a le travail, la fonction père, on va dire, non seulement elle doit séparer l'enfant de la mère, mais la mère de l'enfant. C'est-à-dire que la mère doit revenir sur terre et se rendre compte que même si elle est importante pour ses enfants, c'est parce que c'est pas que elle est fantastique, sinon que eux, ils ne peuvent rien sans elle. C'est pour ça que c'est très important d'avoir les pieds à la hauteur des pieds pour ne pas tomber dans tous ces pièges que la vie, en fait, la vie nous présente, non, parce que ce sont tous des pièges. Voilà. Donc, c'est pour ça que on dit que le complexe d'Oedipe, en fait, c'est une œuvre de la culture humaine, le complexe d'Oedipe, ce qui va nous permettre d'avoir accès à la culture, à la société, à la production sociale, à la non et que nous sommes bien évidemment tous passés, tous ceux qui sont là ce soir, nous sommes passés par ce processus d'humanisation, tant bien que mal, évidemment, mais nous y sommes tous passés. Donc, parce que, en fait, si ce processus n'avait pas lieu, on resterait collé à la mère phallique. D'ailleurs, il y a dans certains cas, on voit des gens qui sont très malades, qui sont restés collés à la mère phallique. C'est-à-dire que quand il y a fallu se séparer, on disait, parce que Olivier faisait la référence en disant, oui, mais des fois, il y a ce qu'on appelle la mère opaque. La mère qui ne veut pas se séparer de l'enfant. La mère qui a besoin de son enfant. En plus, on va voir que Freud, ce qu'il va nous dire, c'est que l'enfant peut représenter pour la femme, en fait, son phallus, puisqu'elle est phallique. Et elle est phallique comment? Par cet enfant qui vient la compléter. Donc elle se sent complète dans cette situation et elle ne veut absolument pas se séparer de cet enfant. Et d'ailleurs, on va dire que c'est une mère opaque dans le sens où elle ne va pas permettre, parce qu'il faut la permission de la mère pour l'intervention de la fonction père. Si la mère n'est pas d'accord, la fonction père ne peut pas intervenir. Ne peut pas intervenir et dans ces cas-là, effectivement, il y a cet enfant en fait qui va rester collé et donc ce sont des enfants qui peuvent, c'est tout ce qui va produire, on va dire, certaines psychoses, certains autismes aussi qui vont être produits à cause de ces situations où en fait le problème vient des parents. Alors après on veut traiter les enfants, et les parents ils veulent se laver les mains. Et enfin bref, ça c'est un autre sujet. C'est-à-dire que c'est pour ça qu'il est important de former, d'analyser, de psychanalyser les parents. Parce que les parents, ils vont tomber dans le piège. Les enfants, des fois, ce sont des pièges. Ils oublient leur propre vie pour s'occuper de la vie de leurs enfants au lieu de s'occuper de leur propre vie. Donc il y a de nombreux pièges quand on a des enfants qui font que... donc voilà. Et... donc, et comme on disait, la fonction père, ce n'est pas obligatoirement ce monsieur, ni le biologique, alors ça peut être peu importe. La fonction père, c'est cet élément qui vient, ça peut être les amis de la maman qui sont là, qui viennent et qui viennent séparer la maman de l'enfant. D'accord? Donc c'est quelque chose qui est indispensable pour le développement pour pouvoir grandir, c'est-à-dire qu'il va falloir renoncer à cette mère phallique. Et pour renoncer à cette mère phallique, donc, c'est grâce à la menace de castration que l'enfant va pouvoir renoncer à cette mère phallique. Et donc, en renonçant à cette mère phallique, il va, on va dire, en renonçant à cette mère phallique, il va désattribuer le phallus. Et donc le phallus ne va plus appartenir à personne. Parce que si ma mère l'a pas, ça veut dire que moi je ne l'ai pas, et ça veut dire que personne ne l'a. Donc les ados rebelles, c'est plutôt bon signe. Effectivement, Laurie. Les ados, ils doivent être rebelles. Les jeunes, ils doivent s'opposer à ces générations antérieures à eux. Non, comme nous l'avons fait, on va dire, on trouvait que c'était nul ce qu'ils faisaient, qu'on voulait proposer des choses nouvelles, et que les enfants, les adolescents aujourd'hui, ou les jeunes qui veulent proposer de nouvelles manières d'être en relation, il faut les laisser construire leur manière, ou après, ou ils se trompent, et puis après ils devront revenir en arrière, ou ils ne se trompent pas, et ils continueront, non, je veux dire que ça fait partie, s'opposer aux générations antérieures, ça fait partie de la jeunesse. La jeunesse
pour exister comme jeunesse, elle doit s'opposer à ces générations de vieux, non, on va dire, parce que pour eux, nous sommes des vieux, et donc il doit s'opposer à ce que nous avons proposé comme société, pour pouvoir construire une société différente, et que nous, on se mêle, on vient les réprimer en disant c'est nul ce que tu fais, ce que tu penses, ben ça c'est une grave erreur, non? Surtout quand on voit la société dans laquelle nous vivons, ce que nous avons fait, c'est pas vraiment génial. Donc essayons, laissons-les faire, peut-être qu'ils proposeront quelque chose, ne jugeons pas trop vite ce qu'ils proposent, et on verra bien ce qu'ils proposent pour créer de nouvelles possibilités dans la société, créer de nouvelles possibilités, parce qu'en plus ce que nous avons construit, il y a plein de choses qui sont merveilleuses et qui ne vont pas disparaître comme ça si facilement, hein. Donc, je disais que cette mère, donc, parce que ce dont il s'agit d'accepter, c'est que cette mère phallique va nous accompagner toute notre vie. Alors ne vous inquiétez pas, on ne va jamais se séparer d'elle. Non, c'est un élément qui est important dans la vie de chacun d'être humain, c'est-à-dire que dès la naissance, elle appartient et même si elle décède, elle va nous accompagner jusqu'à la mort. D'accord? C'est que la mère ne disparaît jamais. Ce premier amour ne disparaît jamais, nous accompagne toute notre vie. Donc on n'a pas à s'en occuper autant, on sait qu'elle fait partie de nous. Mais elle fait partie de nous. Et une autre chose à souligner, donc en psychanalyse, le phallus, donc une fois qu'il tombe de la mer, ben, il va tomber non seulement de la mer, sinon qu'il va tomber de tous les endroits où l'enfant l'avait placé. Alors, où il avait dit, tiens, celui-là, il a un phallus énorme, celui-là, celui-là. Donc, une fois qu'il tombe de la mer, eh ben, le phallus devient un concept. Donc, en psychanalyse, le phallus, c'est un concept et qui fait référence à ce qui, Christine Bonsoir, va réguler les relations entre les êtres humains. Mais que personne ne l'a. Personne ne l'a. C'est un concept, donc c'est quelque chose de symbolique qui va nous permettre de réguler nos différentes relations sociales. Bon, après, on pourrait faire, je crois que j'ai fait d'ailleurs un direct sur le phallus. Non, je ne l'ai pas fait. Bah, peut-être, je ne sais plus. Mais que c'est intéressant pour voir en fait un petit peu à quoi il sert, d'où il vient. Et en fait, quand on parle de castration, ben de la castration dont on parle toujours de la castration maternelle. D'accord? C'est-à-dire c'est la mère qui doit castrer. D'accord? Donc ça n'existe pas, ce qu'on disait, la mère castrice. Non, c'est la mère que l'enfant doit... C'est l'enfant qui doit castrer sa mère. D'accord? Et c'est une fonction symbolique. Il n'y a rien à faire avec elle, rien à lui dire de particulier. Donc c'est humaniser notre mère. L'humaniser, c'est une femme comme tout le monde qui a fait ce qu'elle a pu, qu'elle a essayé de faire le mieux possible avec toutes ses tendances et que s'occuper des enfants et qu'elle a fait en plus, en général, un travail énorme. Non, si vous avez fait un direct sur le phallus, si. Merci Marilyn. Donc, mais de toute façon, après il faudrait y retourner sur l'histoire du phallus justement pour montrer un petit peu symboliquement ce concept, ce qu'il signifie une fois qu'il est tombé de la mer, une fois qu'il s'est séparé de la mer. Non, une fois qu'il est séparé de la mer, non, à quoi il sert? S'il sert à établir et à réguler les relations entre les êtres, qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça c'est pour un nouveau direct. Hein. Donc, et une autre chose à préciser, Freud il dit que le phallus, c'est le pénis que la mère n'a pas. Et ça c'est une définition qui est intéressante, non, à ne pas oublier, le phallus, c'est le pénis que la mère n'a pas. C'est le pénis que l'enfant avait attribué à la mère, mais que la mère n'a pas. Le phallus, c'est le pénis que la mère n'a pas. Le phallus, c'est le pénis que la mère n'a pas. C'est-à-dire que ma mère n'a pas. Donc, ma mère n'est pas parfaite, c'est un être humain comme elle a pu, comme chacun d'entre nous, avec nos misères, nos vertus et nos possibilités. Surtout ça, c'est ce dont il faut se rappeler,
c'est de ces nombreuses possibilités que nous avons les êtres humains. Alors vous voyez, non, hier en Espagne, avec cette coupure d'électricité qui a duré autant de temps, puisque ça a duré pratiquement 12 heures, ici à Madrid, on s'est rendu compte de notre dépendance au travail des autres, non seulement à l'électricité, mais sinon à tous ceux qui travaillent pour cette mise en marche de cette énergie, et comment cette énergie est à la base de la multiplication d'autres relations. C'est-à-dire que cette énergie nous met aussi en relation avec vous et avec, bien évidemment, de nombreuses personnes. Non, on était coupés complètement, il n'y avait plus de téléphone, plus d'électricité. Alors, plus moyen d'être en contact avec l'extérieur, simplement avec les gens qu'on avait autour de nous. Et ce qui était intéressant, c'est que comme on était tous dans la même situation, on est sortis tous dans la rue pour voir ce qui se passait. Et en fait, à voir, et on a commencé à parler, tout le monde avec tout le monde, en se disant, mais comment ça se passe, non? Et on était sans téléphone, plus moyen, non? Donc on a pu envoyer de temps en temps, ça passait, un petit WhatsApp passé, mais pas grand-chose. C'est quoi la raison de cette panne? Je sais pas. Je suis pas tellement d'accord. La jalousie et la cruauté maternelle existent donc. Dire qu'elle a fait ce qu'elle a pu, c'est nier la subjectivité de l'enfant maltraité qui effectivement reste toute la vie. Si, mais et alors? Qu'est-ce que vous allez? La battre? La mettre en prison parce qu'elle était jalouse? Bien évidemment, c'est un être humain. Lucie n'est pas jalouse, par exemple? Non, la maman, bien sûr, qu'il y a une cruauté matérielle et maternelle. Bien évidemment que ça existe et que les parents, quand ils en avaient marre, ils nous mettaient une claque. Non, que c'est pas évident d'être en relation comme ça. Et en plus, ces parents qui ont eu plusieurs enfants, qui ont dû s'en occuper, qui ont dû mettre leur propre vie de côté, qui savaient pas réellement de quoi il s'agissait. Non, moi je pense que c'est très important, Lucie, de passer à autre chose et de se rendre compte que la vie est devant nous et qu'elle n'est pas derrière et que peu importe comment ils ont fait pour nous éduquer, maintenant, non, c'était Sartre aussi qui disait, je ne veux pas m'intéresser tant à, je vais voir ce que je fais de moi avec ce qu'on a fait de moi. Maintenant, c'est moi qui ai les rênes, c'est moi qui ai les rênes. Ça a dû être angoissant cette panne. Non, pas du tout, au contraire, c'était très amusant. On a eu un jour de vacances. En plus, il faisait très joli, très beau soleil, donc ça n'a pas été angoissant du tout. C'était surprenant de se rendre compte à quel point on a besoin de cette électricité et comment aussi ils peuvent nous manipuler comme ils veulent, parce que bien évidemment, s'ils coupent cette énergie, nous sommes tous, non, et tous, comme on dit, décommuniquer, comme on dit, je sais plus, mais on perd la communication avec une énorme quantité de personnes avec qui on a l'habitude d'être en relation comme ça régulière, quotidienne, etc. Puis tout d'un coup, plus moyen. On a plus, tu m'entends, non, à peine ça coupe. Là. Donc c'était, non, on s'est retrouvés, mais bon, ils nous ont maintenus comme ça une douzaine d'heures. Dans d'autres régions, ça a duré moins de temps, mais c'est important. En tout cas, le fait qu'on soit là, c'est que quelqu'un s'est occupé de nous, tant bien que mal. Exactement, Laurie. Moi, je pense que ça, c'est l'idée la plus importante. Et bien évidemment qu'ils ont fait des trucs mal, mais nous, on n'est pas parfaits non plus. Hein. Nous non plus, on n'est pas parfaits. Donc, non, on dit qu'il faut apprendre à pardonner. Pourquoi? Parce que pardonner, c'est se libérer. Pardonner, c'est se libérer, c'est pas pour l'autre qu'on pardonne. On pardonne pour soi-même, pour se libérer de certaines attaches, de certaines rancunes, de certaines... Qu'est-ce qu'on veut lui faire payer à l'autre, non? Un bond dans le passé de 100 ans en arrière. Effectivement, Anne. Effectivement, c'était... effectivement, mais on se rend pas compte que en fait, c'est pas un bond dans le passé, parce que notre manière de penser est en relation avec toutes ces personnes. Nous avons l'habitude, je veux dire que... Moi, j'étais impressionnée, je suis allée me balader... Personne n'utilisait le portable, plus personne n'était comme ça en train de regarder le portable. On était tous devant à regarder les uns les autres et à se parler. Pouf, c'était impressionnant. Charbel dit, à l'école où je travaille, on a des enfants qui viennent de familles non traditionnelles. De papa, donc pas de maman pour les enfants. J'aimerais savoir de plus comment comprendre. Mais ça, c'est encore penser que l'appareil psychique, il ne se forme pas avec les êtres humains qu'on a, hein. C'est une castration générale. Un petit peu, Olivier, vous avez raison. Ça devait être chouette. Moi, j'ai trouvé ça chouette, oui. C'était pas mal. Mais Charbel, peu importe. Peu importe. Alors vous croyez encore que c'est important, le pénis que vous avez entre les jambes. Mais non, Charbel.
Ça n'a pas, c'est un petit morceau de chair, pardon, mais c'est pas, ça n'a pas d'importance. Ce que nous sommes anatomiquement n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est ce que nous sommes psychiquement. Parce que notre vie est déterminée par notre psychisme. Bon, avec ça, j'arrête. Bonne continuation. On continue mardi prochain avec un nouveau sujet. Bonne soirée à tous et je vous rappelle que vous pouvez partager cette vidéo sur vos réseaux. Merci d'avance. Allez, à très vite. Au revoir. Bonne fin de soirée. Au revoir.